Ce soir, on a dit qu'on allait parler de l'importance de l'étude de la Torah, du fait que c'était quelque chose de primordial, quelque chose de très important, d'indispensable. Et en réalité, on va répondre aussi à pas mal de questions qui sont liées à ce même sujet. En fait, très souvent, les gens ils me disent j'ai pas le temps de venir au cours, en ce moment je suis très pris, etc. En ce moment j'ai pas le temps, en ce moment ça va pas, j'ai du mal à étudier la Torah, etc. Et donc ce soir, ce qu'on va essayer de développer, c'est l'idée que l'étude de la Torah, c'est pas optionnel, c'est pas quelque chose qui est en plus, c'est quelque chose qui est indispensable. Donc quand c'est quelque chose qui est indispensable, automatiquement, on trouve le temps. Ouais, j'aime bien donner l'exemple, si dans une famille il y a machine à laver qui marche plus, alors on va pas dire bon bah c'est pas grave, on va se débrouiller sans. On sait qu'il y a des choses dans la vie qui sont indispensables. Et en réalité, ce soir on va parler de ce sujet, parce que des fois les gens ils disent bon OK, l'étude de la Torah c'est important, mais moi je fais tout ce qu'il faut, je fais déjà la religion de manière générale, je fais Shabbat, je mange kasher, etc. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de rajouter à ça l'étude? Je fais déjà tout ce qu'il faut. Bon, l'étude, il faut savoir ce qu'il faut faire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'étudier? Surtout que quand on étudie, pas forcément tout ce qu'on étudie c'est concret. Ça veut dire que des fois on étudie des choses qui sont l'étude à l'état pur. Ça veut dire que on va juste étudier un sujet, pas forcément qu'on va faire ce que ça dit. On va juste étudier pour connaître le sujet. Alors, ce qu'on veut découvrir ce soir, c'est pourquoi est-ce que même quand c'est une étude qui est pas forcément liée à l'action, étudier pour étudier, c'est très important. D'accord? Et voilà, ce soir on va aborder ce sujet, savoir pourquoi est-ce que l'étude c'est quelque chose de central et pourquoi est-ce que c'est tellement important. Alors je vais vous dire une première chose. Peut-être vous l'avez remarqué déjà, mais quand on regarde la vie de la majorité des grands auteurs dans la Torah, on prend l'exemple du Rambam, on peut prendre l'exemple aussi du Baal Shem Tov, on peut prendre l'exemple de nombreux grands à travers l'histoire qui ont eu une vie qui était très 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 difficile. Et malgré cela, c'est des gens qui ont étudié énormément de Torah. Ça veut dire que quelque part, on parle de gens qui ont eu une vie compliquée, et de l'autre côté, ils se sont pas laissés impressionner par cette vie compliquée, et ils ont étudié la Torah de manière très 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 assidue. On avait raconté une fois l'histoire de Rabbi Akiva. On sait que Rabbi Akiva, il a une vie très 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 dure. Et c'est quand il a commencé à étudier la Torah que il venait de se marier, il a quitté sa femme, enfin pas quitté, mais ça veut dire qu'il est parti s'exiler pour étudier la Torah, etc. Donc il y a cette notion dans la Torah de difficulté, et malgré les difficultés, on va aller malgré les difficultés, on va quand même étudier. Et en réalité, c'est parce que c'est lié à notre identité, c'est lié à qui on est vraiment. Vous savez, il y avait un roi qui s'appelait Sancheriv. Et quand on parle de lui dans la Torah, c'est pour dire que Sancheriv, il a mélangé le monde. C'est quoi mélanger le monde? Sancheriv, il a fait quelque chose de particulier. Il a dit, j'ai conquis une grande partie du monde, et après avoir conquis cette grande partie du monde, j'ai le droit de me demander, est-ce que je vais réussir à régner sur le monde? Vous savez que quand on a conquis le monde, quand on a conquis n'importe quel endroit d'ailleurs, on n'est pas sûr qu'on reste et qu'on puisse dominer pendant longtemps. Donc, Sancheriv, il s'est dit, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir continuer à être celui qui... Comment est-ce que je vais faire pour continuer à être celui qui domine? Et il a eu une idée. Et d'ailleurs, c'est une idée qui est toujours d'actualité. Quand on veut déstabiliser quelqu'un, on le met dans un endroit qu'il ne connaît pas. Ça veut dire que si on veut déstabiliser quelqu'un, la meilleure façon, c'est de mettre cette personne de côté. C'est de mettre cette personne dans un endroit où
elle a plus ses repères. Imaginez vous-même, quand on est dans un endroit où on connaît personne, on est tout de suite déstabilisé, on est tout de suite, on perd nos repères, on sait pas quoi faire, on sait pas comment faire, on sait pas quoi dire, comment le dire, etc. Eh bien, Sancheriv, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait exactement ça. Il a mélangé les peuples et les a mis de partout. Et vous savez ce que ça a donné? Ça a donné que les gens se sont perdus et que personne ne s'est rebellé. Eh bien, les Juifs, à travers l'histoire, la particularité des Juifs, j'ai envie de dire, c'est le fait que, à travers les générations, on a toujours bougé d'endroit. Regardez un peu dans l'histoire, il y a pas eu beaucoup de moments où les Juifs ils sont restés dans le même endroit pendant un long moment, etc. Il y a toujours eu des expulsions, il y a toujours eu des difficultés, ça a toujours été comme ça. Et qu'est-ce qui a permis alors au peuple juif de tenir? Qu'est-ce qui a permis au peuple juif de garder son identité? La réponse, elle est très simple. L'étude de la Torah. J'ai entendu une fois du Rav Manis Friedman que la NASA se serait un jour réunis et en discutant, ils se sont demandé, la NASA, ils se sont demandé, est-ce que comment on va faire pour envoyer, vous savez, ils ont découvert une nouvelle planète et dans cette nouvelle planète, on a la possibilité d'envoyer de la vie humaine. Le problème, c'est que c'est à plusieurs années-lumière. Et donc, pour envoyer des gens là-bas, ça va prendre plusieurs dizaines d'années. Et il est possible qu'on ait besoin d'envoyer des gens dans une fusée, que ce soit leurs enfants ou peut-être leurs petits-enfants ou leurs arrière-petits-enfants qui vont être ceux qui vont régner dans cette planète. Et donc, dans la réunion, ils se posaient la question, mais comment on va faire pour envoyer des gens là-bas et s'assurer que leurs enfants et leurs petits-enfants suivent le même chemin? Alors, ils ont commencé à réfléchir, et puis il y a quelqu'un qui a dit, il faut demander aux Juifs. Pourquoi demander aux Juifs? Parce que c'est ceux qui revendiquent le fait d'avoir transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui et qui ont été capables de garder toutes ces choses. Donc, quelque part, la réponse et la raison au fait qu'on ait pu garder toutes ces valeurs à travers toutes ces générations, elle est très simple. C'est l'étude de la Torah. À travers tous les exils. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça cette semaine et pas une autre semaine? Tout simplement parce que cette semaine, c'est la paracha de Vaïgash. Et la paracha de Vaïgash, c'est le premier exil du peuple juif. C'est la première fois que les Juifs sont pris de leur terre. C'est la première fois que les Juifs ne sont plus chez eux. C'est la première fois que les Juifs se retrouvent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. C'est l'Égypte. Et avant de faire tout ce voyage, Yaakov, dès qu'il arrive, avant de s'installer dans cet endroit, la première chose que Yaakov fait, Vet Yehuda Shalach lefanav Koshna. Il envoie tout de suite Yehuda pour instituer, ouvrir une maison d'études. Pourquoi? Parce qu'il sait, on arrive dans un nouvel endroit, on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, l'identité va prendre un coup, il y a une nouvelle culture, il y a une nouvelle force sur place, etc. Il y a des choses qui vont impressionner les Juifs et il faut faire en sorte que cette identité soit préservée. Il faut faire en sorte que les valeurs des Juifs, qui s'appellent même pas les Juifs à l'époque, s'appellent les Hébreux, il faut faire en sorte qu'ils soient préservés. Comment? Très simplement, Jacob, il envoie Yehuda et il lui dit, va ouvrir une yeshiva. Et quelque part, vous savez, c'est le premier exil. Et le fait que ce soit un premier exil, on a un très très grand message. On a quelque chose de très grand pour notre exil aujourd'hui. La première chose, c'est que la première fois qu'on a un problème, la première fois que vous perdez vos clés, on perd la tête. On se dit, je vais jamais les retrouver, etc. Bon, finalement, on les retrouve. Et ça arrive une deuxième fois. Et on se rend compte qu'on va les retrouver une deuxième fois. Bon, la troisième fois, quand on les a perdus, on est déjà rassuré. Il y a même une expression qui a été réutilisée pour le Covid. On a passé l'Égypte, on a passé les Romains et on passera ça aussi. Ça veut dire que, quelque part, la première fois qu'on a quelque chose, la première fois qu'on vit quelque chose, c'est très compliqué. Et puis après, on s'habitue, on trouve les mesures, etc. Eh bien, l'Égypte, à part le fait que c'est le premier exil, il y a donc ce qu'on vient d'expliquer, on a aussi
le fait qu'il n'y avait pas vraiment la Torah dans le même niveau à l'époque. Ça veut dire que, si vous voulez, il y avait pas encore eu le don de la Torah, il n'y avait pas encore eu cette force qu'on avait. Aujourd'hui, quand on étudie la Torah, on a une bien plus grande force qu'à l'époque. Aujourd'hui, quand on étudie la Torah, on a cette Torah qui a été donnée au Mont Sinaï, on a cette Torah qui est beaucoup plus puissante, qui est dans une autre dimension complètement. Et alors, ce qu'on étudie, c'est un discours du rabbi à l'époque, où les gens venaient d'arriver en Amérique et que les gens commençaient à s'inquiéter. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va donner un moyen à nos enfants de pouvoir vivre? Comment est-ce qu'on va donner à nos enfants le moyen de pouvoir gagner leur vie, etc. Eh bien, quand on envoie nos enfants à la yeshiva, quand on envoie nos enfants étudier la Torah, et qu'on se dit, bon, mais s'il va étudier la Torah, alors finalement, il va peut-être prendre du retard au niveau de ses études, il va peut-être prendre des retards au niveau de ses devoirs, et même, puisque ce cours, il est essentiellement destiné aux jeunes, on se dit des fois, mais je vais aller étudier un cours de Torah, je vais rater dans mes devoirs, je vais manquer du temps. Rappelle-toi bien de ça. Si jamais tu t'attaches avec qui tu es vraiment, tu seras beaucoup plus efficace dans tout le reste. Étudier la Torah, c'est gagner du temps. Étudier la Torah, c'est faire en sorte qu'une heure de travail avec l'étude de la Torah, avec ce que ça va t'apporter, on va pouvoir gagner énormément de temps derrière. On va pouvoir faire en sorte que ce qu'on aurait fait en 1 heure, eh bien, on va le faire en 10 minutes. Donc, ça, c'est ce qu'on apprend de la parasha de Vaïgash. Les gens, ils disent, bon, écoute, aujourd'hui, ça va pas, j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps, c'est compliqué. Le jour où j'aurai le temps, le jour où la vie, elle sera facile, etc. Mais non. En réalité, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est tellement important. Et il y a tellement de détails dans ma vie qui dépendent de cela, qu'on n'a pas le droit de se dire, quand j'aurai le temps. Non, c'est ça, c'est ma priorité. C'est ce qui est important pour moi parce que c'est qui je suis. Étudier la Torah, c'est m'attacher avec qui je suis vraiment. Donc, c'est très important de se rappeler de ça, de se rappeler quelles sont nos priorités. Parce que quand on oublie nos priorités et quand on oublie qui on est vraiment, eh ben finalement, on n'a pas de sens dans notre vie. Vous savez, il y avait un jour un rabbin qui s'appelait le Rav Moshe Feller. Il est toujours vivant, que Dieu lui accorde une longue vie. C'est le responsable rabbin dans l'état du Minnesota. Et il a rencontré un célèbre romancier qui s'appelait Herman Wouk. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Il a eu le prix Pulitzer. J'espère que je prononce bien. En tout cas, c'est comme ça que c'est écrit dans le livre que j'ai lu. Et il lui est arrivé le Rav Feller a eu un contact avec ce grand écrivain, ce grand romancier. Et donc il a eu l'occasion de le voir, de mettre les tefilines, etc. Et puis il a même eu l'occasion de prendre un avion avec lui. Et puis il s'est dit, bon, j'ai plusieurs heures devant moi, j'ai un des romanciers les plus célèbres de l'époque. Il s'est dit, je vais avoir l'occasion de discuter avec lui de ses œuvres, de sa vie, de son expérience, etc. Et finalement il s'est dit, mais c'est quoi ma mission? Quelle est ma mission? Je suis là pourquoi? Et il s'est rappelé de sa mission, il a sorti une Haggadah avec les commentaires du rabbi, il a commencé à étudier avec lui la Haggadah, vous savez, le fameux texte qu'on lit le soir de Pessah. Et Monsieur Wouk, Herman Wouk, lui a avoué que le jour dans sa vie où il avait été le plus content, c'était le jour où il avait fini, je crois, un des livres de Mishnah ou un des livres de Gemara. Et ce qui est le plus intéressant dans cette histoire, et c'est pour ça que je la raconte, c'est quand le Rav Feller est revenu à New York, il est revenu voir le rabbi, et il lui a fait part de son expérience, de sa rencontre, etc., avec ce personnage très intéressant et très connu, etc. Et le rabbi lui a tout de suite demandé, donc vous avez fait un vol ensemble, et de quoi vous avez discuté dans l'avion? Ça veut dire que le rabbi sentait qu'il y avait eu ici une question et qu'il y avait eu ici une demande. Est-ce que finalement on rencontre quelqu'un de tellement intéressant? On rencontre, et quand je dis on rencontre quelqu'un, c'est on rencontre tellement de choses dans la vie. Mais quelles sont nos priorités? Qui on est vraiment? Et quand on étudie la Torah, je pense que toute personne qui a étudié un peu, des fois il faut étudier beaucoup pour s'en rendre compte, mais on se rend compte que finalement on s'attache à nous-mêmes. Et c'est comme aussi cet étudiant qui avait demandé au rabbi, mais les gens disent que vous savez, le rabbi répondait à des gens sur les
sur des opérations très compliquées, il répondait à des gens sur les affaires, il répondait à des gens sur des problèmes familiaux, toutes sortes de choses. Et cet étudiant l'a demandé au rabbi c'est une question que beaucoup de gens avaient. Mais comment est-ce que vous répondez à toutes ces questions alors que vous savez mieux que les docteurs, vous savez mieux que les psychiatres et vous savez mieux que les grands businessmen quel choix il faut faire? Alors le rabbi, avec beaucoup de patience, avec un grand sourire, il lui a répondu: écoutez, quand on construit un immeuble, il y a plusieurs rôles. Il y a l'architecte, il y a l'entrepreneur, il y a le plombier, il y a l'électricien, il y a toutes sortes de personnes qui travaillent là-dedans. Et l'architecte va écrire un plan et l'entrepreneur va dire aux gens, l'entrepreneur il va dire à l'électricien, au plombier, au maçon, etc. Il va leur dire quoi faire. Et quand il va leur donner des ordres, c'est pas que l'entrepreneur sait mieux que l'électricien comment l'électricité marche. C'est pas que il sait mieux que le plombier comment ça marche la plomberie. Non, pas du tout. Mais il a lu le plan. Et comme il a lu le plan, il sait quoi dire aux gens. Et c'est exactement la même chose. Le rabbi lui a dit, et a répondu à cet élève: sache que, en réalité, je sais pas mieux que le docteur, je sais pas mieux que l'électricien, simplement, je connais la Torah. Et la Torah, c'est écrit dans le Zohar que c'est le manuel de ce monde. Ça veut dire que la Torah, c'est ce que Dieu a regardé pour pouvoir créer ce monde. Donc, quand on regarde la Torah, on a lu le manuel. Et quand on a lu le manuel, forcément, on a la possibilité de voir des choses que peut-être les autres n'ont pas vues. Donc, pourquoi est-ce que la Torah elle est tellement indispensable? Tout simplement parce que c'est pas quelque chose en plus qu'on va apprendre, c'est qui on est nous-mêmes. Vous savez, on dit qu'avant de sortir du ventre, on nous apprend toute la Torah et puis après on nous la fait oublier. Eh bien, c'est pour nous faire réaliser quoi qu'on nous dit ça? Pas juste pour nous raconter une belle histoire ou nous dire que non, t'es pas en train d'apprendre quelque chose de nouveau quand tu étudies la Torah. T'es en train juste de t'attacher avec qui tu es vraiment. Tu la connais déjà en réalité. Il faut juste que tu révises. Il faut juste que tu l'ouvres. Et quand tu vas l'ouvrir, tu vas voir à quel point tu es attaché à elle et combien elle peut t'apporter et te guider tous les jours. Voilà. Donc, une bonne décision à prendre, c'est d'essayer de rajouter ne serait-ce que 5 minutes par jour d'études de Torah. Bien sûr, c'est bien de participer à des cours, mais le mieux, c'est de travailler soi-même, de devenir quelque part indépendant, même si on a toujours besoin de rabbanim pour nous aider, pour nous guider. Mais, une chose très très importante dans la Torah, c'est de se fatiguer, de prendre un temps et d'essayer de s'améliorer, de s'approfondir. Bravo à tous d'avoir participé ce soir et je vous dis à tous à la semaine prochaine.